Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors, personnellement, je pense que la fin de semaine va être haussière. Maintenant, vous allez voir que ça peut partir dans les deux sens et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer où on pourrait aller si on part dans un sens ou dans l'autre. Donc aujourd'hui, on va établir tout simplement un scénario bullish, un scénario bearish pour la fin de semaine et la suite, on va dire la fin mars, hein, globalement. Voilà. Allez, intro. Alors, les deux scénarios dont je vais vous parler aujourd'hui, on peut les voir en 4 heures en fait. On peut voir à la fois l'éventualité d'une impulsion, ici quelque chose d'assez correctif pour une impulsion supplémentaire qui nous emmènerait à 70 000 $. Ici, vous voyez un bear flag, globalement, impulsion, correction, impulsion. Rien de bien difficile là-dedans. Et à l'inverse, on peut voir en 4 heures cette espèce de structure de retournement qui n'est pas encore cassée en épaule, tête-épaule inversée, d'accord ? Qui, elle, pour le coup, nous emmènerait à 90. 90 étant éventuellement la cassure de cette distribution, donc on peut éventuellement viser la zone des 93 à 96, zone sur laquelle est garée une partie de la liquidité des shorteurs de position. Tous les hedges sont garés un peu dans cette zone-là, d'accord ? Il y avait bien sûr sur cette zone-là Déjà, vous avez un point de contrôle sur cette zone, je dirais 96 ici, qui finalement, vous le voyez très bien sur le volume profile ici, c'est l'endroit où la plupart des gens sont rentrés. Donc on peut imaginer que là-dedans, il y a des edges effectivement de position. Je pense que beaucoup sont sortis de leur edge, c'est-à-dire que quand on a perdu le bad edge, finalement, tous ceux qui s'étaient un petit peu edgés sur cette zone-là, notamment également... Quand on a fait le retour, ici vous voyez que le retour a été très vendeur, sur la news de Trump, là, cette espèce d'histoire de réserve stratégique, il y a pas mal de monde qui s'est hedgé sur le point de contrôle, encore une fois, donc on est revenu retester le point de contrôle et il nous a rejeté. Ça veut dire que ici le sentiment était quand même du fait de se dire bon, je vais vendre, entre guillemets, vendre à découvert, mais l'idée était de se hedger ici, et globalement vous voyez que la structure a effectivement rejeté. Une des grosses questions qu'on s'était posées, à ce moment-là, c'était est-ce qu'on réintègre le range? Ce qu'on a failli faire sur la clôture weekly ici, c'était beau pour le faire, mais finalement après il y a eu rejet par le point de contrôle. C'était un des scénarios qu'on avait établi, c'était le scénario bearish, celui où on s'installe entre 70 et 90. Donc comprenez bien que même si on a la structure de retournement ici en épaule tête épaule inversée et qu'on retourne sur la zone des 90 à 96, aucune certitude de réintégrer toutes ces choses-là parce que ça peut ré-hedger à nouveau voilà. Ou alors on a une capitulation de tous ces gens-là qui sont shorters sur le point de contrôle, soit capitulation, soit liquidation. Et pour le coup, c'est une force acheteuse, puisque quand vous clôturez un short, vous êtes bien sûr acheteur, vous êtes obligé d'acheter le BTC que vous avez emprunté pour le vendre à découvert. Voilà un peu l'idée pour moi, pour les deux scénarios. On va aller regarder la liquidité du coup et donner un peu plus de crédit à l'un ou l'autre de ces scénarios-là. Il faut bien comprendre que en soi, théoriquement, en théorie, on a quand même ici une très belle zone de bottom et on est déjà à l'intérieur, mais on a déjà une très belle zone de bottom ici. Il faut bien comprendre également que la structure a breaké, on en a parlé de ce break of structure qui a été fait hier. Et il faut bien comprendre, ça c'était là, d'accord, ici vous comprenez qu'on avait un creux majeur, ici un plus bas, et là on vient juste de breaker très légèrement la structure. Alors est-ce que c'était un SFP, Swing Failure Pattern, sous-entendu la traîne qui est là va nous rejeter à nouveau, ou alors est-ce que c'était, est-ce que cette épaule tête épaule va effectivement se mettre en place? C'est une des questions qu'on va se poser aujourd'hui, bien sûr. Également, personnellement, moi je trouve que c'est pas trop mal quand juste en dessous d'une trend de distribution, on fait une petite structure un petit peu bullish. Un petit peu bullish, j'entends plutôt impulsion correction, d'accord. Et ici, si on casse, vous comprenez cette petite distribution-là, on casse aussi la grosse distribution et ça nous donne finalement la cassure de l'impulsion. Ce qui viendrait à nettoyer cette poche qui se trouve au-dessus de 84 dorénavant et qu'on peut établir, parce que pour moi, ça c'est une poche différente, d'accord, mais qu'on peut établir de 84 à... un petit peu cette imbalance là, celle que vous voyez là, d'accord, donc de 84 à 86, ok. Déjà cette poche là, si on la prend, donc impulsion, correction, impulsion déjà, et après il y a toujours des possibilités de rejet, on est d'accord là-dessus. Le scénario le plus mignon, entre guillemets, le plus mignon, j'entendrais ici par qu'est-ce qu'on attendrait d'une structure et qu'est-ce qu'on attendrait de la liquidité dans ces zones-là. Ça serait éventuellement d'arriver à casser cette distribution, mais aucune certitude que ça va être le cas. On peut très bien perdre le bas, ici, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais arriver donc à reproduire
à la suite de cette petite distribution, l'accumulation précédente, l'impulsion précédente, d'accord. Et ici, en revanche, vous voyez qu'il y a pas mal de points de contrôle là-dedans, hein, dans cette petite conso, que ça rejette une première fois, venir retester la ligne de coup ici, et puis ensuite nous donner le move qui viendrait éventuellement chercher 90. Voilà un peu comment je trouve que ça aurait du sens de faire ce genre de choses. Maintenant, pour ça, il va falloir continuer la structure de retournement, il va falloir que le marché intègre cette idée que hier, le CPI était bon en dessous du consensus, et est-ce que c'est capable de retourner une structure, ça au niveau fondamental, est-ce que ça a la capacité de le faire? Vous voyez que sur la news, je pense que la news elle est sortie par là, c'était plutôt haussier, mais que derrière on est venu largement en dessous du prix de la news. Alors certes, on a liquidé effectivement les longueurs et on est venu chercher support ici. Moi je le voyais bien trouver support un petit peu plus haut, mais on est venu chercher support juste en dessous de ce qui aurait pu être une épaule droite, juste en dessous de ça. Et là par contre ça rejette une nouvelle fois sur 84 tout en faisant une structure relativement corrective et peut-être bullish pour éventuellement casser. Bref, on va voir ce que va nous donner la suite. On va pas faire trop longtemps sur BTC, ou en tout cas on reviendra à la fin faire une conclusion, hein, puisque c'est l'idée ici sur la chaîne. Analyse technique en premier, ensuite analyse fondamentale, quelles sont les news, et puis ensuite analyse de liquidité, hein, de sentiment. Ici, Ether BTC, ça reste très moche, hein, vous voyez qu'ici, ça continue à dévisser, ça ne vient même pas chercher, je dirais, les 0,024, qui seraient au moins retester cette histoire-là. Alors certes, c'était très impulsif ici, et ça commence à se calmer sur la manière de distribuer, on va dire, hein. Donc si on casse cette distribution-là, on a des bonnes chances de venir quand même refaire un tour dans ces eaux-là. Maintenant, vous voyez que personnellement, j'ai une position sur Ether et une position sur Bitcoin. Et là où Bitcoin se reprend, Ether ne fait rien. C'est-à-dire que ma position sur Ether est restée à son point d'entrée. Je vous l'ai montré hier, hein, la position. Et ma position sur Bitcoin, pour le coup, est à plus de 120% ou 300%, 225% actuellement. Donc voilà, on comprend bien ici, on voit bien que les entrées ont pas été faites exactement en même temps, mais bon, globalement, ça correspondait à peu près en termes de structure aux mêmes endroits. Et Ethereum, qui pour le moment, en une heure, est un peu bloqué entre ces deux niveaux, à savoir 1900 et 1857. Si jamais c'était une prise de liquidité, alors ça peut tout à fait être des réaccumulations là qui se passent. Maintenant, à chaque fois qu'on en a eu sur Ethereum, vous voyez que on aurait plutôt envie de dire, bon, ok, impulsion, correction, impulsion. Donc Ethereum, malheureusement, depuis qu'il a perdu finalement son support ici, pas de réaction pour le réintégrer ultra fort, d'accord, ultra fort et ultra vite. C'est ce qu'on aurait aimé voir, hein, d'accord. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire, mais ça veut dire qu'il a de moins en moins de chances de le faire. Vous voyez que le daily qui était là est perdu. Je parle du niveau daily, hein, bien sûr. Donc ça, on peut l'enlever. Ici, je pense que le 1 heure est perdu aussi. Finalement, en fait, on va regarder ça. Le 1 heure du bas, allez, non, il tient pour le moment. Non, le 1 heure du bas tient. Le 1 heure d'en dessous tient également. Et là, j'ai mis attention ici, oui, parce que d'une certaine manière, si Ether se reprend un petit peu là et qui vient même à casser cette distribution, hein, mais à rejeter sur ce point-là, finalement, c'est le dernier pic avant le retournement de structure qui rejette, ce qui nous emmène où? Ce qui nous emmène pour un nouveau plus bas. Ok. Ether, la zone des 1007 est super jolie pour marquer un bottom. Je vous avais mis toute cette box verte là ici, ça fait un moment qu'elle est sur la chart en disant ça c'est une zone intéressante puisque elle était dans tous les stop loss de toute la structure, donc ça correspondait à une énorme prise de liquidité. Maintenant, Ether en général aime bien, si jamais il devait se retourner, hein, je veux dire, et c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué assez souvent sur Ethereum, faire des triangles ascendants. Donc, pour le coup, alors là, elle est mal mise parce qu'elle a évolué depuis, mais... Pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Voilà, pour le coup, j'ai ici... ma résistance qui se trouve autour des 1950, hein, à peu près, un petit peu au-dessus. Ether adore ce genre de structure de retournement, hein, je pourrais vous en trouver 10 ou 20... voilà, ce genre de structure de retournement. Ou bizarrement, il fait il fait semblant de faire une correction. Il va pas chercher finalement ses longueurs, puisque là vous avez une accumulation de longueurs, mais il va plutôt chercher un gros niveau sur lequel il était shorté / vendu, il retourne littéralement la structure, et ce avec une grande vitesse. Si je vous montre d'autres endroits, vous en avez un là, typiquement, un peu la même chose, d'accord. Alors là il casse assez tôt, mais c'est pas grave, il est bien, il est joli. Vous en avez partout, vous en avez un là.
d'accord. Vous en avez partout, littéralement partout sur Ethereum. Celui-là est moins propre peut-être, mais non, celui-là c'en est pas un pour moi, mais voilà. Vous en avez absolument partout. Ici, si je zoome un petit peu, vous pourrez en voir un en 3. En général, ils sont en 5, mais vous pourrez en voir un en 3. Donc globalement, si jamais il nous sort ça, bah, c'est bien. Et ça reste quand même de la petite UT, c'est-à-dire que même s'il nous fait un triangle rectangle en retournement sur une UT d'une heure, c'est pas pour ça qu'il va revenir rechoper son ATH, d'accord. Sur Ethereum, la seule chance qu'il vienne rechoper son ATH, je l'ai pas mal expliqué, hein, mais c'est qu'il soit dans une flat, c'est-à-dire ce genre de structure A, B et C, d'accord. Les sous-décomptes peuvent coller avec ce genre de choses. En général, une flat c'est 3, 3, 5, et ici on a 3. Pardon, excusez-moi. 1, 2, 3. Oui, d'accord. Ok, pardon. 1, 2, 3. Flat étendue pour commencer. Ensuite, eh bien, 1, 2, 3. Ça, c'est la correction, d'accord, ici. 1, 2, 3, oui, très bien. Et ensuite 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, vous les voyez. Je trouve que le décompte en 5, en tout cas pour la peut-être potentielle dernière descente, potentielle, hein, encore une fois, et, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 1, 2, 3 très impulsives, 4 on remonte et 5 on revient ici, et plutôt propre. Maintenant, la question à se poser, c'est, vous voyez que ça se fait en élargissement. Est-ce que cet élargissement nous offre une rotation partielle? Rotation partielle, ça veut dire que la 5 ne vient pas toucher ça. Ça se passe pour un élargissement sur 2. Auquel cas, je dirais que c'est le dernier endroit où il peut peut-être le faire, puisque là, ici, vous avez cette vallée. Vous avez une petite conso juste avant qui vous donne ce niveau 1 heure, en gros, sur la zone des... je sais pas si on l'a touché très exactement, mais oui, on l'a touché. La zone des 1712 et quelques. Si c'est pas le cas, ce sera là son support, d'accord. Et auquel cas, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il vienne faire sa vraie 5 jusqu'en bas, ok. En tout cas, l'élargissement est très propre ici potentiellement, et si on venait à le casser, on peut viser des targets comme de nouveaux ATH, au sens où pour le coup on valide un peu une sorte de flat. Alors cette flat enfonce beaucoup. En général, une flat, vous attendrez à ce que elle soit quand même, si elle est comme ça, elle garde un certain parallélisme. Maintenant, on est sur un marché de liquidité, donc aller prendre la liquidité sous les stops, hein, ici typiquement les $2000, en enfonçant vraiment bien, peut éventuellement être quelque chose qui est possible, d'accord. Autre chose que je trouve, on voit bien sur Ethereum, c'est l'alignement finalement entre cette espèce d'ATH à 5000 et tous les tops qu'on a ici, d'accord, qui également montre une certaine compression sur le long terme, qui est perdue par le bas, d'accord. Donc ça, attention, moi ce que j'aime pas là-dedans, c'est que ça ouvre la porte au fait qu'Ethereum vienne littéralement nous faire une plus grande flat, qui est celle-ci. D'accord, avec un retour aux $700, qui est, sur Ethereum, une zone où je vous le mets dans le 1000, ou je vous le mets ailleurs, comme vous voulez. Enfin, c'est plutôt Ether qui vous le met ailleurs. Une zone où, en termes de volume profile, etc., il n'y a pas énorme. Alors là, je suis sur BitGet, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez toute cette zone, je dirais de 500 à peu près à $1000. Ici. Peut-être vous la voyez peut-être pas très bien avec ma charte est un peu chargée, mais voilà, si on fait rapidement comme ça. Toute cette zone-là. Si on commence à enfoncer $1000 sur Ethereum, vous comprenez que ça ouvre la porte quasiment à 395. Alors moi, personnellement, je dirais plutôt 600, parce que c'est plutôt cette zone-là qui est complètement vide. Vous voyez la belle imbalance là, ici. Ça serait terrible pour entre guillemets, de voir nos investissements aller jusque-là. Personnellement, je suis quand même exposé sur Ethereum, donc ça me ferait vraiment bien chier. Donc voilà un peu l'idée ici sur Ether, et on voit littéralement la charte de Ether BTC sur le long terme, qui est quand même une des plus dégueulasses qu'il a été donné de voir depuis la nuit des temps, hein, d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, pour le coup, aucun des supports, et on voit vraiment ici cette accélération en parabole vers le bas. C'est très difficile de timer le bas de ces choses-là. On peut effectivement chercher des supports, etc. dans le passé. Ici, vous le voyez, 0,21 et 0,17, mais c'est très difficile
de timer le top de ce genre de parabole qui est complètement extrêmement incisive à la descente. La seule chose éventuelle où vous pourrez commencer à vous dire bah tiens c'est bon, c'est en train de se calmer, c'est si vous perdez le momentum le plus agressif. Et puis petit à petit, technique des points pivots, hein, c'est-à-dire là je viens chercher ça, si je casse ça je viens chercher ça, ensuite si je casse ça je viens chercher ça, et le fait de coucher une distribution petit à petit et d'aller jusqu'à la distribution à plat. Mais j'ai rarement vu des charts plus moches que celle-ci, et partout où elle aurait pu donner une satisfaction de à minima au moins rebond, se reprendre, retest, ce genre de choses, il n'y a pas eu quoi. Je veux dire, ça a été extrêmement vendeur de ce côté-là. La news, est-ce qu'on en a beaucoup de la news, et qu'est-ce qu'on a comme news? On a parlé de l'inflation hier, on a fait toute une vidéo dessus, donc je vous refais pas une redite. Abu Dhabi qui balance 2 milliards dans Binance, très bien, très bonne chose, très bien aussi que Binance diversifie un peu ses investisseurs, donc voilà, très bonne chose encore une fois. Hier, est-ce que je vous explique cette histoire? Non, on va passer, allez voir si ça vous intéresse, mais en gros sur Hyperliquid, il y a quelqu'un qui a trouvé un peu une des faiblesses hein, de cet échange décentralisé, plus ou moins en évitant une liquidation, en retirant petit à petit sa marge. C'est pas vraiment en évitant une liquidation, il a plutôt évité un slippage, c'est-à-dire que s'il était sorti de sa position qui était vraiment énorme d'un coup, eh bien, son trade aurait été annulé finalement, parce qu'il aurait fait baisser le prix. Et là, en l'occurrence, il y a eu une manière très intelligente de faire la sortie qui a coûté en fait finalement 4 millions à l'exchange. Donc, c'est des choses que probablement, je pense que Hyperliquid va certainement diminuer les leviers, diminuer les possibilités de faire ce genre de choses, diminuer la taille maximum de position pour éviter que ce genre de choses n'arrive à nouveau. La Banque Centrale de Russie qui lance un programme pilote pour permettre à des investisseurs d'acheter et vendre des crypto-monnaies. Plutôt une bonne chose. Ici, j'ai fait un thread sur... on va dire, la répression financière dans un contexte où les taux vont probablement revenir quasiment à plat, c'est-à-dire où l'argent rapporte zéro, et cette répression financière, on va la voir probablement en partie vous obliger tout simplement à détenir de la dette française, pour ce qui concerne chez nous, mais ça sera pareil pour les Américains. Des difficultés ici qui va probablement se poser bientôt, c'est que les pays sont trop endettés. Pour finalement attirer des gens, vous devez proposer des taux qui sont hauts hein, pour attirer finalement des créanciers. Et étant donné le poids de la dette de chacun, on n'est plus capable de proposer ces taux qui sont hauts. C'est relativement insoutenable. Pourquoi? Parce que, comme on le voit ici, par exemple, malgré le Dodge, malgré toutes ces choses-là, le gouvernement est en train de dépenser, je crois que c'est 55% de ce qui est collecté en taxes juste pour les intérêts de la dette, quoi. Je sais plus si c'est exactement si c'est le chiffre exact, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire que sur ce mois-là, il y a eu quasiment 55% de ce qui a été collecté en taxes qui vont juste sur des intérêts de quelque chose de pas productif, entre guillemets, ou en tout cas qui a été productif par le passé. La bonne dette, c'est celle qui vous engage sur certes 50 ans, mais qui vous donne quelque chose qui produira dans 50 ans. Hein, vous l'aurez compris ici, si j'accumule de la dette pour des choses qui ne sont pas productives, à savoir engraisser les boomers, par exemple, quand ça a été le cas, hein, puisque ça a été pas mal le cas. On a eu quand même des 30 glorieuses sur lesquelles on a accumulé de la dette, hein, excusez-moi les boomers, mais vous étiez dans un contexte florissant et vous avez quand même coûté plus cher que ce que vous auriez dû. Donc c'est dommage qu'à ce stade-là, personne n'ait commencé à dire que ça aurait été intéressant de ne pas le faire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, une dette qui avant était plus ou moins souveraine et plus ou moins publique. Hein. Avant, c'était la Banque de France, loi Rothschild. Finalement, maintenant, on se retrouve à ce qu'elle soit privée. Donc du coup, assez peu de possibilités de l'annuler et ou de la dévaluer, puisque c'était une possibilité d'avant, hein, et qui restait tout à fait possible. Maintenant, on est dans un contexte où on va la dévaluer par le temps, c'est-à-dire par l'inflation. Sous-entendu, les taux seront plus ou moins à zéro. On va imprimer et du coup, l'État peut aujourd'hui contracter une dépense qui finalement sera remboursée à moindre coût en pouvoir d'achat demain. Voilà, bon bref, on va pas ici faire trop long non plus, mais allez voir ce thread si ça vous intéresse. Afflux ETF sur Bitcoin, 13,3 millions à l'entrée. Afflux ETF sur Ethereum, moins 10,3 en sortie. Et ici, très bon trade de Tisma qui
a fait une étude assez poussée sur quelle est la chance que votre altcoin survive à plus de un cycle. Et c'est très documenté, très bien foutu. Donc du coup, n'hésitez pas. J'en profite pour vous dire de pas hésiter à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur X, nous rejoindre pourquoi pas sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. En description de la vidéo, vous avez également tous les liens qui vous permettent d'ouvrir des comptes sur Exchange tout en soutenant tout simplement la chaîne. Soutenir la chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi sur la chaîne, je reverse tous les bénéfices, absolument tout ce qui est gagné par la chaîne est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer. Il faut bien comprendre ici que du coup, quand vous prenez une affiliation chez moi, vous faites une bonne action en fait, tout simplement. Et que par ailleurs, pourquoi je fais tout ça? Parce que ça m'a été déjà demandé. Je fais tout ça parce que tout simplement, moi, cette routine, le fait de la dire en vidéo, c'est quelque chose qui me sert pour mon trading, puisque cette petite routine que je vous poste en même temps, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous avez aussi cette capacité de mieux l'intégrer. En tout cas, pour le moment, j'ai remarqué. Déjà, ça m'oblige à faire la routine. Deuxièmement, le fait de la partager, ça m'oblige à la simplifier, à simplifier la manière de pouvoir simplement la présenter. Et du coup, parfois, quand vous devez expliquer quelque chose à quelqu'un, vous l'intégrez vous-même beaucoup mieux. Donc voilà. Je pourrais la faire en 10 minutes, je pourrais ne rien poster. Peut-être que ça marcherait tout aussi bien, mais en tout cas, j'ai remarqué que depuis que je la faisais, depuis que j'avais la chaîne, eh bien, ça me permet de marcher encore mieux, de marcher un peu moins à tâtons. Donc, chacun est gagnant. Mais allez quand même montrer, parce que au bout d'un moment aussi, c'est assez difficile sur la chaîne. Je fais des vidéos qui sont très longues, etc. Mais c'est assez difficile de voir le nombre d'abonnés ne pas bouger, hein, littéralement rester autour des 7000 depuis très 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 longtemps. Je pense que je suis un petit peu bâché par YouTube parce que je fais des vidéos très longues et puis parce que j'ai une manière de voir les choses au niveau politique qui est un peu spéciale. D'ailleurs, vous l'avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais le 20 mars, il va y avoir des annonces comme quoi on va ponctionner une partie de votre épargne privée pour se réarmer et potentiellement envoyer du monde en Ukraine. Et voilà. Bon bref, on passe ici, je voudrais pas faire trop long non plus. Il perd 215 000 $ en un swap, on s'en branle, tant pis pour lui. Ensuite, Black Towers, on s'en branle aussi, hein, on va passer là-dessus. XRP Short Slingers, donc il y a un biais de short sur XRP qui reste un peu, qui reste dans le coin, à cause de, alors que XRP a des espoirs au niveau légalité, etc. Les Européens qui montrent très peu d'intérêt dans l'euro digital, évidemment c'est une idée de merde, et puis c'est pas même que c'est juste une idée de merde, c'est que ils ne comprennent pas, ils sont pas du tout informés là-dedans. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'avec vos impôts, on paye des études pour que ces mecs-là comprennent et sachent, et ça ne va rien changer. C'est-à-dire que quand bien même vous leur direz non mais on s'en fout de l'euro digital et c'est une idée à la con, eh bien ils vont quand même le faire. D'accord ? Donc on paye des études, ils payent des études pour bien comprendre que ces mesures-là ne sont pas du tout populaires, mais ils ne tiennent pas compte des études qu'ils ont payées avec vos propres impôts. Donc voilà où on en est un petit peu. 45 billions, Starmer qui au Royaume-Uni on passe ici là-dessus pareil, et très peu de news aujourd'hui finalement. Aujourd'hui il y a le PPI qui va sortir à 13h30. Alors le PPI vous pouvez le regarder, personnellement c'est pas un truc auquel j'accorde énormément d'importance. Maintenant c'est le Producer Price Index, ça veut dire que vous pouvez éventuellement vous dire que ça va être une inflation à venir. C'est plus ou moins comme ça que je le vois moi. C'est-à-dire que comme c'est les prix produits vont être les prix à la consommation de demain. Donc vous avez peut-être ici des informations sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation de demain. Le 19 aura lieu le FOMC, donc le meeting de la Fed, bien sûr, vous l'aurez compris. Et là, on aura une annonce probablement que Powell va faire va rester à la pause sur les taux. 3%, 2% hier. Ça remonte légèrement au niveau des chances que price le marché, que Powell ait de baisser au 19 sur le 7 mai, qui sera le meeting suivant. 30%, 27%, c'est légèrement à l'augmentation également. Donc c'était assez bizarre. Une semaine avant ici, on avait un Powell, tout le monde pensait que Powell,
Voilà, pardon. Le 6 mars, le marché commençait à pricer le fait que Powell pivoterait à hauteur de 46%, pivoterait en mai. Je pense qu'il va pivoter en mai, hein, moi sincèrement, voilà, si on a encore un nouveau bon CPI, je pense que le CPI sera bon. Je parle de celui d'avril. Pour le moment, on a vu que le début mars, mais il a été extrêmement baissier en termes d'inflation. En tout cas, c'est ce qu'on peut éventuellement se dire. La question ici est le prix va devoir évoluer en fonction de tout ça, c'est-à-dire que le marché est déjà en train de pricer le fait que la première semaine... Je ne suis pas le seul à savoir que la première semaine de mars, les 2 premières semaines de mars sont extrêmement baissières en inflation, c'est dans les chiffres. Donc le marché est déjà en train de le pricer. Et également en termes vous avez Trueflation qui est public, et les gens le voient très bien, qu'il y a un gros dump au niveau de l'inflation, mais pas que, vous avez aussi cet outil de la Fed de Cleveland qui nous dit 2,46 déjà, d'ores et déjà. Donc même si on n'a pas de consensus affiché en termes de CPI pour le mois de mars, tout simplement parce que le mois de mars n'est pas fini, vous avez quand même déjà des prévisions qui sont extrêmement bull, c'est-à-dire 2,46, vous comprenez qu'on est à 2,80 là, ça fait une baisse de 0,3, c'est extrêmement bull, avec un core CPI qui continue à baisser à 2,99 alors qu'on a eu 3,10 hier. Voilà. Ça sent bon pour un pivot en mai en ce qui me concerne. Maintenant, je peux me tromper et le marché ne pense pas comme moi. Donc attention, il faut vraiment ici toujours aussi se dire j'ai une intuition, certes, mais le marché ne pense pas comme moi. Donc soit j'ai un coup d'avance, et ça c'est bien, soit je suis en train de me foirer, au sens où le marché va, même si j'ai raison, continuer à pricer un non-pivot de Powell, ce qui veut dire qu'entre maintenant et le moment, le point d'entrée idéal, de toute façon je ne serai pas dans le bon sens vis-à-vis du marché. D'accord ? Donc attention à ça aussi. Les liquidations, eh bien, 227 millions sur la journée d'hier, 120 millions en long, 100 millions en short. On s'est déplacé en crabe, donc c'est relativement normal. Et voilà, la même chose sur Ether. Et en revanche, vous le voyez, pas sur Bitcoin, pardon. Et en revanche, Ether qui liquide pour le coup, 26 millions en long et 16 millions uniquement en short. Tout simplement parce qu'il a fait du surplace, ce petit enfoiré. Les ordres à l'achat et sur le carnet d'ordre, il y a des ordres qui ont disparu ici, qui étaient sur la zone des 76 à 78. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On aimerait bien que ces ordres y restent, parce que quand il y a un plus bas comme ça et que des ordres viennent se faxer sur la montée, ça veut dire que le sentiment est plutôt bon. Ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé, en tout cas sur la journée d'hier, sur cette diminution-là. Et ces ordres ont probablement été faxés plus bas, en tout cas, non, peut-être pas, ça coïncide pas tout à fait, ils ont probablement été annulés. Et par contre, on a des ordres à la vente qui sont apparus sur la zone des 84 à 88 dorénavant. Grosso modo, on est quand même plus acheteur que vendeur, en tout cas sur la petite zone ici, et d'une certaine manière, si le prix devait retourner à 78 000 $, il n'y a pas grand monde au spot pour acheter et bloquer cette histoire-là. Donc attention à ça. J'ai regardé tout à l'heure en ce qui concerne les marchés en levier. Depuis qu'on a fait la vidéo hier, le tout se suit parfaitement. C'est-à-dire, vous voyez ici j'ai un prix qui diminue, un funding qui diminue. Ici j'ai un prix qui augmente, un funding qui augmente. Et ici j'ai un prix qui diminue, un funding qui diminue. Donc il n'y a pas de nouveau niveau, il n'y a pas de divergence entre ce que nous dit le prix et le funding. Sous-entendu, on ne rajoute pas des niveaux et on reste tout à fait et pile poil sur la même chose. Et enfin, les niveaux de liquidation. Alors quand on a parlé de cette épaule tête-épaule, quelque chose qui m'avait en partie gêné, et ça j'en ai parlé hier, c'est qu'en fait quand on a fait ce SFP, on a pris la jolie poche de liquidité qui était là. Moi ce que j'aurais aimé c'est qu'on reste en dessous, et si on était resté en dessous, on aurait eu là ici une énorme poche de liquidité. Alors oui, au moment où on prend cette grosse poche de liquidité, par ailleurs ça vient shorter en plus, donc on a recréé une poche de liquidité au-dessus, d'accord, mais si on avait cumulé les deux poches et qu'on était resté en dessous, que la résistance ici avait réellement refusé avant, on aurait beaucoup plus de liquidité, au-dessus. Si ça devait corriger à ce stade, comprenez bien qu'il y a un petit truc à 80 qui est prenable, et ensuite légèrement sous la structure à 78, pas grand chose sur le bas tout en bas, d'accord. En tout cas, pas au sens de high block. Et quand on regarde la 7 jours, et la 7 jours elle ment rarement, vous retrouvez ici cette zone, je dirais, alors pour le coup, oui c'est ça, très légèrement sous le deuxième creux, jusqu'à 77, on n'a pas l'impression qu'il y a énorme, à partir de 76.
Si jamais on venait à... Le problème étant que si jamais on venait à retourner là, donc prendre la poche qui se trouve à 78, eh ben, si on commence à traîner dans le coin, bien sûr, on recrée une poche à 76. En revanche, vous voyez qu'on est au contact d'une très belle poche de liquidité vers le haut. Si on arrive à percer 84, ça va accélérer très fort, parce que vous allez avoir cette cascade de liquidation. Vous comprenez que on a une résistance ici qui a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. 7 touches, au bout d'un moment, ça commence à faire la possibilité pour pas mal de monde de rentrer. Ce qui, quand on l'éclate, crée une cascade de liquidation qui elle-même peut assez facilement nous emmener déjà dans un premier temps à 86. Je vous ai parlé de deux poches différentes, une de 84 à 86, ici iBlock nous dit plutôt 86,7, et une autre légèrement au-dessus qui là n'est pas flagrante pour le coup sur iBlock, mais je pense que si je dézoome un peu la liquidité et que je vous montre un peu le 1 mois, à mon avis on a du coup une manière différente de voir les choses, c'est-à-dire que de 91 à 98, on a une très belle liquidité également, d'accord? Donc vous avez cette première poche ici, 84-86, pas grand-chose entre les deux, attention, hein, pour faire le lien entre 86 et 90, c'est pas ouf, il va peut-être falloir ici tergiverser un peu et que ça revienne se hedger par-dessus la petite poche de liquidité qui est au-dessus de cette structure latérale que vous avez ici. Encore une fois, c'est dans l'idée où on y va, je n'ai aucune certitude qu'on va y aller, mais c'est si jamais on y va. Et une des grandes questions étant, est-ce qu'on a besoin de repasser sous 80 déjà pour aller recueillir ça? C'est-à-dire que là, on a quand même un petit peu distribué sur cette zone-là, ce qui avait été peut-être acheté ici, par exemple. Maintenant, il faut comprendre que ça fait un bail, que le marché est en train d'accumuler du contrat, les market makers, ce que vous voulez, d'accumuler du contrat à l'achat. Puisqu'on a beaucoup baissé, ici, vous comprenez que ces poches de liquidité, il y a des moments où ça change de main, d'accord? Et donc, du coup, on a des gars qui ont une accumulation de contrats, qui vont devoir vendre, et je pense notamment ici, sur la zone des 93, qui a quand même été très largement acheté, hein, à un moment donné. Encore une fois, on passe au travers, mais il y a eu de l'achat. Probablement de la défense ici sur la zone des 85 et probablement de la défense sur la zone des 78. Eh ben, à un moment donné, il va falloir pouvoir les revendre quelque part. Et pour moi, je vois pas d'autre endroit que cette zone de 92 à 100. C'est-à-dire que je pense que ça serait décevant. Maintenant, attention, sur ce marché de liquidité, on a eu quand même un marché un peu de panic sell pendant un certain temps qui, quelque part, n'allait pas chercher sa liquidité résiduelle. Et sur Ether, vous voyez que pas envie, hein, il veut pas Ether. Alors, faudra regarder le funding. On va le faire, je mets en pause une seconde. Ouais, le funding est neutre hein, sur Ethereum. Ça fait longtemps que je l'ai pas étudié littéralement. Maintenant, j'essaie de faire un peu plus rapidement. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ici, sur ce mouvement-là, on avait beaucoup trop d'optimisme, beaucoup trop de contrats en plus, et on est déjà revenu ici à zéro en faisant le petit mouvement supplémentaire. Mais le funding est à zéro hein, sur Ethereum, donc on a autant de gars qui short que de gars qui long. Un funding à zéro comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les shorts ont pris profit. Hein. Pour le coup, quand on est tout en bas d'une structure, c'est quand même pas génial de voir un funding à zéro, parce qu'on est tout en bas, d'accord? Ce qui veut dire que vous avez des gens qui essayent d'attraper un couteau qui tombe. Hein. C'est mon cas, hein, j'ai ouvert sur Ethereum, voilà. 2, vous avez des shorters qui prennent profit, donc toutes ces poches de liquidité qu'on peut voir sur le long terme sur Ethereum, elles sont moins puissantes que ce qu'on pouvait voir avant. Ici, bon, à ce stade, en fraîcheur en tout cas, dans la méga fraîcheur, je serais étonné qu'on vienne pas chercher 1982. Vous voyez qu'il y a un petit truc autour de 1820, mais je serais quand même étonné qu'avant, on vienne pas prendre ça. Maintenant, on peut tout à fait d'abord venir prendre ce qui se passe sous 1008. Et ça reste très vendeur, hein, d'accord, sur Ethereum, il n'y a pas de souci avec ça. Quand on regarde maintenant, pour le coup, la 3 mois sur Ether, je suis désolé, donc funding à zéro. Vous avez même on va décaler sur 2 ans, tiens. J'ai un funding à zéro. Ce qui veut dire que j'ai autant de monde ici, d'accord, que de monde ici. Pour le coup, si la structure était tout en haut et que j'avais un funding à zéro, je dirais il y a très peu de longues. Là, le problème, c'est que quand je regarde un funding à zéro, je trouve pas ça génial, au sens où ça veut dire que j'ai autant de monde sous 1770 que de monde à aller chercher jusqu'à 4000, d'accord? Donc un funding à zéro dans ce contexte-là c'est pas foufou. Voilà, vous voyez ici par contre les très belles 2005, les chiffres ronds, hein, globalement, je dirais dans un premier temps 2000, ensuite 2005 et 3000, et puis 4000, d'accord? Assez peu de choses à 3005, mais voilà. Vous voyez ici sur 2 ans, les traders de position, ils sont certes plutôt en short,
Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que à un moment donné, le funding accepte de faire enfin que plus personne se dise je vais long Ethereum d'une certaine manière, autre que les institutions, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en position, qui ont déjà acheté. Ici ils ont racheté, ici ils ont racheté, ici ils ont racheté. Voilà, il en reste une petite à 1005. Si jamais on y va, vous comprenez qu'on a nettoyé 2 ans de liquidité, donc de traders de position en long sur Ethereum ont été nettoyés. Personnellement, si j'avais un trade depuis 1005 et que là on était dans ces eaux-là, voilà, j'aurais déjà clôturé, hein, d'accord. Donc on est vraiment ici sur, alors je sais pas à combien de milliards est l'open interest, 6 milliards, ça reste quand même conséquent. Hein. Bien comprendre que sur BTC on est autour des 20 si je me trompe pas. Alors on a eu quand même des petits tours dans un funding négatif, mais c'est pas ouf, c'est pas moins 0,01, c'est pas des niveaux énormes, d'accord. On a l'impression que c'est énorme ici, mais c'est pas énorme en fait. Et moins 0,046 aussi en annualisé, c'est pas énorme du tout. Et vous voyez qu'à chaque fois, dès qu'il y a un petit rebond, bah ça repart assez fort comme ça vers le haut. Donc voilà comment je vois les choses. Là, si on devait regarder à très court terme, j'aime bien le fait qu'on soit shorté au-dessus de 1916, mais il veut pas y aller, hein, donc voilà. Est-ce qu'on peut estimer qu'on est énormément shorté sur toutes ces zones-là? Il faudrait étudier en détail et je voudrais pas non plus faire une vidéo trop longue, encore une fois. Voilà les amis, on va regarder, on va faire la conclue de cette vidéo et pour ça on va aller voir tout simplement ce qui se passe directement sur le 1 minute parce que on n'est pas des... Allez, on va faire 5 minutes parce que c'est un peu... Alors sur le 1 minute, qu'est-ce que je peux voir? J'ai quand même ce truc-là qui a l'air un peu impulsif, hein, même s'il fait suite à quelque chose qui est très impulsif lui aussi, c'est-à-dire ceci. Donc voilà, si, encore une fois, on arrive à casser un peu ce qui se passe là, et c'est peut-être ce qu'on vient de faire, hein, c'est-à-dire que... On est peut-être au retest de la cassure de ce truc-là. D'accord? Quand est-ce qu'on sait si le retest fonctionne ou pas? Bah, il faut pas perdre ça. Ok, donc là le gars qui dit bon ok bah par exemple sur de l'intraday hein, typiquement le genre de trade qu'il est jouable de faire, après je vous dis pas de le faire, je le ferai pas personnellement parce que je prends très peu d'intraday en ce moment, mais voilà c'est typiquement bon, le laisser respirer un petit peu, hein, pas le mettre tout de suite au cas où ça vient nous faire un double bottom ou quoi que ce soit, et globalement ici bah, de se dire pourquoi pas aller chercher la même chose, un mouvement en type AB égale CD, c'est-à-dire je réitère l'impulsion que j'ai faite à partir du bas de la correction, c'est-à-dire typiquement quelque chose comme ceci, ce qui vous donne un assez gros ratio certes. Alors des trades comme ça à 3,63, vous allez en passer au mieux effectivement 1 sur 4, allez. Hop. Donc j'aurais tendance à dire quand même, prenez des profits sur zone. C'est-à-dire, pardon, alors on va faire comme ça. Je vais vous remettre le truc. Vous allez avoir plus de chances d'avoir une jolie position si vous sortez quand même une partie de votre position dès que vous rencontrez une forme, quelle qu'elle soit, de résistance dans l'UT dans laquelle vous vous trouvez. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, est-ce que ce sur quoi je rentre, c'est haussier ou baissier? Ce sur quoi je rentre, c'est effectivement haussier. D'accord? Ici, ce que vous jouez, c'est de vous dire, bon, on viendra peut-être pas par là, et moi, je considère que ça, c'est correctif, et que la correction est peut-être terminée, puisqu'on en mange un bout de distribution. Maintenant, pour le moment, vous voyez que cette zone est très rangesque, hein, quand même, hein, ça sent le range pendant encore un petit moment, hein, l'histoire, je sais pas si vous le voyez, si vous le sentez un peu comme moi, mais voilà. Mais bref, admettons qu'on casse, etc., bah, du coup, j'aurais quand même tendance à... au cas où on prend la liquidité et on se retourne sur ce type de zone, bah, à forcer un TP médian ici qui soit déjà quand même assez conséquent, d'accord? Parce que sinon, aller chercher ça en pur et net, juste avoir que ça comme TP, va peut-être passer, hein, mais encore une fois, des trades à 3,63 en ratio, vous n'allez... Je pense, hein, après c'est pas obligatoire non plus, mais vous allez en passer que 1 sur 4 encore une fois. Ici, bah, le meilleur plan possible, c'est que cette petite ETE en 5 minutes se fasse également. Retournement structure, accélération également, et ce qu'on voudrait voir c'est, par exemple là on a un premier momentum, bah, que lui-même s'accélère, et encore une fois je vous l'ai montré, mais on a une poche de liquidité shorteuse au-delà de 84, hein, dans cette zone là, jusqu'à 86. On va la mettre d'ailleurs comme ça, hein. Demain on regardera si elle est prise ou pas. Au-delà de 84 jusqu'à 86, en gros ça nous disait même 86,6. Jusque là, d'accord, ça c'est un point de rejet
assez péchu. On va même le mettre sur le 1 heure qui est là, d'accord? Cette boîte de liquidité là. Et pour moi, au-dessus, il y en a une autre, d'accord? Mais elle est moins violente que celle-ci. Donc pourquoi pas, voilà, venir là et refuser. C'est le scénario de base que je vous expliquais, c'est-à-dire cassure. Ici, je me calme, je me fais rejeter aussi par ça, parce que eux, ils vont quand même pas se laisser faire. Ensuite, je reviens ressourcer un petit peu par ici. Du coup, ici, ça permettra à une partie de ceux qui étaient là de se dire, ah, je me suis fait peur quand même, on est retourné à mon point d'entrée, donc je re-TP une partie, ou en tout cas, j'allège ma position, pourquoi pas. Ce qui va provoquer de l'achat. Et ce qui permettra peut-être à la structure de nous faire une continuation comme ceci, okay, jusqu'à notre target qui se trouve ici autour des 91, 90 et demi. À voir si c'est ça qui se met en place, si en plus on a une accélération du momentum, c'est-à-dire là j'ai un momentum qui est assez mou quand même, et pour le moment il n'accélère pas. Vous voyez qu'ici il se tenait bien. D'ailleurs c'était assez correctif de voir la perte ici. Suite à cette bonne nouvelle qui était l'inflation, la perte ici de la traîne d'accumulation. Heureusement derrière ça a quand même bien larvé, ça essaye de réintégrer un peu l'histoire. Voilà, attention, après ça peut passer baissier, et encore une fois le contexte est très distributif, donc faites super gaffe à vos tailles de position, toutes ces choses là, parce que c'est complètement du contre-tendance ici qu'on est en train de faire, bien sûr, en essayant de rentrer sur des choses là. Je vois que ça s'excite un peu sur Ethereum, ou alors je me trompe, je sais pas, je vais regarder. Non, pas du tout, c'est juste on reste dans le range. Par contre, là où c'est drôle, voilà, c'est que ça s'excite sur Ethereum alors que Bitcoin reste à plat. Donc que pour le coup, Ether, BTC s'excite un petit peu. C'est ça qui est rigolo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, le crier dans les commentaires. Éventuellement, retweeter quand je poste les vidéos également. Et puis, utiliser encore une fois les liens de la chaîne, c'est très important pour tout simplement au moins que je me dise, bon bah c'est cool, les gens rendent l'appareil, ils renvoient l'ascenseur. Déjà, ne serait-ce que le petit like sur la vidéo et le temps de le prendre, etc., et de faire ces choses-là, ça me paraît quand même relativement important parce que tout ça est fait bien sûr à titre gracieux. Et donc c'est important de l'encourager, ça fait partie totalement du fait que demain j'en ferai encore et après demain j'en ferai encore, parce que si je vois qu'il y a des gens à qui ça plaît, et bien tout simplement ça m'aidera à le faire. On va rester attentif à tout ça, bien sûr. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de discuter de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour aujourd'hui sera... Tiens, est-ce que vous êtes lancé sur l'achat d'une imprimante avec les cartouches qu'on remplit là voilà, personnellement j'en ai acheté une, je l'ai même pas encore setup, c'est-à-dire que je suis en train de terminer d'abord toutes les cartouches que j'avais pour l'autre. Mais voilà, j'en avais marre de payer ça à une douille, les espèces de cartouches là avec la tête d'impression dedans, ça coûte un bras, et puis ça c'était vraiment... on se faisait enfler là-dessus, je trouve. Donc du coup, voilà, j'ai franchi le pas d'acheter une imprimante. Question à la con, c'est le principe, en même temps vous connaissez l'histoire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien, trade safe, voilà, soyez forts et fiers, c'est ça la commu Crypto Signal, fort et fier. À demain, ciao ciao.